quel que soit ce qu'on peut dire, c'est une année qui démarre quand même avec beaucoup de préoccupations. Les préoccupations parce que les évaluations faites ont permis de fermer certaines écoles. Le gouvernement a certainement tenté de rendre public, mais je crois qu'on n'a pas fait assez de publicité autour de ces écoles qui ont été fermées parce qu'elles ne remplissent pas les conditions. Donc certains parents risquent également de se tromper et de continuer par faire confiance à ces écoles parce que justement les promoteurs vont continuer par les rassurer pour dire non, on aura la rentrée. L'autre élément qui est important, c'est que nous sommes toujours préoccupés par le ratio élève-enseignant. Parce que si nous sommes en train de travailler pour la qualité, il faut nous assurer que nous n'avons pas confié aux enseignants plus que leurs capacités ne permettent. Nous avons également des problèmes d'infrastructure. Moi, j'ai fait un tour à l'intérieur du pays et je me suis rendu compte que des salles de classe sont fermées dans certaines localités. C'est-à-dire qu'on a fait des regroupements qui ont laissé certaines salles comme ça. Et je crois que si l'État n'est pas en mesure d'utiliser ces salles-là pour accueillir les élèves, on peut également trouver un mécanisme pour qu'il y ait des contrats avec des promoteurs d'écoles privées pour que ces salles-là soient occupées. Parce que tous les bâtiments qui sont fermés, qui ne sont pas occupés, là on ne déroule pas l'enseignement, ça va se dégrader. Il faut absolument qu'on regarde dans ce sens-là. Et je crois aussi que du point de vue pour les parents d'élèves, il y a un stress qui est là. Nous avons dénoncé la morosité économique. Nous avons dit que de plus en plus le pouvoir d'achat s'effrite dans le pays. Donc, aujourd'hui, les parents doivent faire face aux impératifs financiers d'une rentrée scolaire. Donc, moralement, mentalement, il faut préparer les enfants pour que les gens puissent aller à l'école. Et ça, c'est le pouvoir d'achat qui le fait. Nous sommes également à une période où la nature est capricieuse. La pluie est en train de faire ravage. On enregistre des inondations par là, par là. Je crois que le problème d'accessibilité de l'école va être encore posé, mais aussi le palu va être présent à cause de la floraison des moustiques. Et je crois que donc les ministères qui ne sont même pas du secteur de l'éducation, je veux parler par exemple du ministère de la Santé, qui doit s'apprêter à faire face, disons, à cette multiplication de cas de palu qui va également s'installer. Et maintenant, pour ce qui concerne les enseignants qui sont nos affiliés, je crois qu'ils doivent être sereins. Ils doivent être sereins parce que aucun de nous ne souhaite une année scolaire mouvementée. On souhaite que ça se passe dans la paix. Mais également, il faut que le gouvernement comprenne qu'on ne peut pas continuer toujours par jouer avec la carrière des gens. On ne peut pas continuer par faire des promesses non tenues et espérer que les choses vont se passer dans le calme et que ça va bien se passer. Donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. D'abord en libérant ce qu'il doit libérer à temps, en accompagnant les enseignants qui vont sur là, et en réglant, comme on le dit, de façon progressive, la question des ratios élèves, même infrastructures, pour que nous puissions nous assurer que les élèves vont reprendre le chemin de l'école dans des conditions de quiétude qui permettent d'améliorer les résultats de l'année antérieure. 2024-2025, je crois que j'ai pratiquement dit mes attentes. Mais mon rêve pour le système éducatif, c'est que nous puissions insérer de vraies réformes qui permettent que ça cesse d'être une usine de production de personnes compétentes, mais qui ne sont pas attendues sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, on est toujours bardé de diplômes, on a un système de formation qui ne tient pas compte de nos propres moyens. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de continuer par permettre que les ressources que nous avons embrassent tout à la fois? Je prends un exemple très précis. Le gouvernement, on connaît qu'il y a des niveaux d'études. Le gouvernement peut se mettre, dit, le fondamental, c'est-à-dire le basique
en termes de formation, j'y mets mes moyens. Et par la délégation du service public de l'éducation, on fait des appels à candidature pour des promoteurs en ce qui concerne les filières précises avec les conditions, pour que chacun consacre les moyens sur c'est-à-dire les formations qui peuvent être utiles. On ne dit pas que l'État va sortir de l'ensemble des ceux-là, mais il est évident aujourd'hui que nulle part au monde, aucun État n'a les moyens d'assurer convenablement la formation et l'éducation qu'il faut pour tous les citoyens. Dans le monde, ça se complète. Mais quelle est la qualité du partenariat public-privé aujourd'hui que l'État a mis en place pour le service de l'éducation? Il faut s'interroger sur ça. Nous continuons de faire des recherches, nous travaillons, mais nous pensons qu'il y a beaucoup à faire encore. Il faut revoir le partenariat public-privé pour l'éducation et nous entendre sur la délégation du service de l'éducation, le contenu de cette délégation, et faire en sorte que les différents acteurs, c'est-à-dire l'autre, c'est comme une course de relais, certains foncent jusqu'à un niveau, d'autres récupèrent pour faire. Au lieu que nous soyons dans un système où, quand quelqu'un prend, il fait tout jusqu'au bout. Je crois qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Et pour nos lycées techniques, parce qu'on parle beaucoup plus d'enseignement professionnel, on peut gagner beaucoup en travaillant avec les voisins. Parce qu'il faut améliorer la qualité des relations du voisinage. Le Nigeria, de mon point de vue, est un site important qu'on doit explorer. Je me rappelle qu'au moment où, paix à son âme, le professeur Théo Aidjire parlait de 20 000 emplois dans ce pays, et tout le monde, il était devenu la risée de beaucoup de personnes. Mais quand l'expérience d'enseignement du français au Nigeria a été implémentée, on a bien vu qu'il y avait de vraies perspectives. Parce que ceux qui vont ici en étant que spécialistes du français, beaucoup au terme des 2 ans revenaient en devenant bilingues. Parce qu'ils reviennent avec le jeu là. Maintenant, au niveau du Nigeria, il y a beaucoup d'usines d'assemblage sur le plan technique, que ce soit en automobile, dans ceci, cela. Est-ce qu'on ne peut pas, à partir de nos lycées, au lieu de dire que nous faisons tout, que nous ayons des contrats avec des entreprises nigérianes qui accueillent en stage pratique dans les installations qui sont déjà là, qui ne demandent que à être exploitées. Donc, on ne peut pas avoir tout ce qu'il faut dans nos lycées techniques. Et si on fait une prospection dans les pays voisins qui offrent des avantages comparatifs, des potentialités plus élevées, que nous puissions mutualiser ces moyens. Et c'est la raison pour laquelle nous devons travailler à une paix sous-régionale. Nous devons faire en sorte que le voisinage soit mieux vécu et que la liberté de circulation des personnes et des biens devienne un objectif prioritaire pour nos États et en commençant naturellement par le Bénin, mon État.